Bonjour, je m'appelle Alexis Tétrault en compagnie de Pierre Norris et David Santarossa et bienvenue à Magnum Opus. Messieurs, bonjour. 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 Petit clip éclair. Aujourd'hui, je vous lis des maximes de La Rochefoucauld, grand auteur moraliste du 17e siècle, et non pas moralisateur, moraliste. Et vous me dites ce que vous en pensez. Oui. La première, maxime numéro 22. La philosophie triomphe aisément des mots passés et des mots à venir, mais les mots présents triomphent d'elle. Alors, je vais lancer le bal avant de recueillir votre opinion. En fait, c'est l'humilité que nous amène le réel. Hein? Le réel est irréductible. Le réel est dur comme l'acier. Et il est très, très facile de partir dans des abstractions, hein? Que l'on soit historien, philosophe, que l'on lise à posteriori le passé, ou que l'on soit chroniqueur ou politologue et que l'on prescrive à l'avenir quel serait le meilleur moyen de, que sais-je, pour arriver à tel but politique. C'est très, très facile de parler en abstraction, n'est-ce pas? C'est facile. Ça prend une certaine culture générale. Il faut avoir lu, j'imagine, pour ne pas dire n'importe quoi. Mais il est plus facile de déconstruire le passé, de construire l'avenir, que de faire se confronter sa philosophie au réel. Et puis, j'avais un autre passage un peu pour alimenter cette première maxime de La Rochefoucauld, d'un auteur avec lequel je vous casse sans doute les oreilles depuis trop longtemps, mais que j'admire profondément. C'est le sociologue Julien Freund, qui a été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale et qui s'est fait emprisonner. Il s'est fait emprisonner et puis par l'armée allemande, je crois. Et après, son emprisonnement a été une expérience capitale dans la prise en considération du réel et de l'actualité dans son analyse politique. Je vous lis ce qu'il écrit. Il est en prison. Il dit « Nous faisions fi des intérêts des hommes et de la concurrence. Nous faisions fi des intérêts des hommes et de la concurrence des opinions. Il suffisait d'imaginer ce qui pouvait paraître théoriquement le meilleur en dehors de toute expérience directe et concrète pour le notifier dans nos projets. Nous élaborions une politique indépendamment des conditions, d'une politique asservie aux déterminations spatiales et temporelles. » Je l'ai un peu mal lu, mais je m'en excuse. Bref, Julien Freund, il construit sa société idéale dans sa tête et se rend compte qu'il y a des barrières devant lui, c'est-à-dire une prison. C'est le choc entre le réel, lui emprisonné, et la manière dont il construisait sublimement la société idéale dans sa tête. Il dit que ça va avoir été une expérience transformatrice, surtout en sortant de la prison. Parce qu'en sortant de la prison, il dit que ces belles idées ont été mises à rude épreuve parce que la résistance, c'était quelque chose d'extrêmement difficile. Il raconte que un ancien chef de la résistance s'était fait laisser par sa maîtresse. Et ce chef de la résistance-là avait fait à croire que cette maîtresse-là, qui ne l'aimait plus, était une agente de la Gestapo, donc l'a fait fusiller. Ça a été, en plus de la prison, une expérience traumatique pour Julien Freund. Et il dit « Je tombais de haut au regard des projets de réforme élaborés dans la prison et le camp. » Donc, le réel est irréductible et il est facile de prescrire et de lire le passé à la lumière des philosophies. Bonjour à tous. Un mot pour vous dire que nous sommes désormais sur toutes les plateformes de podcasts. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, nous sommes partout. On vous invite aussi à visiter notre page Patreon. Pour l'équivalent de un petit café par mois, vous soutenez notre projet. Commentez, abonnez-vous, mettez des pouces et bon épisode. Donc, qu'en pensez-vous? Oui, je dirais que je suis assez d'accord si on prend philosophie au sens de essayer d'imaginer un monde idéal, un monde utopique. C'est vrai qu'après ça, la réalité dure et froide vient rentrer dedans, puis c'est là que c'est un test, en fait, pour voir à quel point le projet utopique qu'on essaie d'imposer, est-ce que ça correspond à ce qui est possible. Mais ensuite, si on prend la philosophie dans un sens plus classique de
réflexion sur ce qui est bien, ce qui est mal, les vertus, etc. Je dirais pas que les mots présents viennent triompher nécessairement de la philosophie, mais vient la mettre à l'épreuve, puis vient peut-être tester notre réponse à ça. C'est peut-être plus la variante que je donnerais pour la fin. Non, très juste. Je voulais pas y aller d'une diatribe anti-intellectuelle parce que, évidemment, la philosophie est nécessaire parce qu'elle permet d'agir. Sans philosophie, on n'agirait pas. Donc, évidemment, elle est nécessaire. On pourrait agir, mais à quel point on essaierait de le faire, disons, de façon vertueuse ou bonne ou bien, ou structurée, oui. Très juste. Mais on agirait quand même, mais peut-être différemment. David? Je pense que cette citation-là résonne encore peut-être plus à notre époque qu'à une autre, parce que on est une époque de la distance, c'est-à-dire qu'on peut voir des images de ce qui se passe un peu partout dans le monde, l'actualité d'un peu partout dans le monde, des guerres, des ci, des ça. Et c'est très facile pour nous de regarder une situation et de dire, voyons donc, pourquoi ils font ça? Comment ça se fait qu'ils se battent? Comment ça se fait qu'il arrive telle chose? Mais justement, avec un pas de recul, c'est toujours facile de juger en quelque sorte. Ouais. Mais quand on a le réel en pleine face, en quelque sorte, justement, là, c'est beaucoup plus difficile. Exact. Donc, ça permet justement peut-être d'avoir une forme d'humilité par rapport à ce qui se passe ailleurs. L'ailleurs peut être géographique, mais aussi l'ailleurs dans le passé, dans le futur. Donc, oui, une forme d'humilité qui me semble assez essentielle à la réflexion. Ce qu'on n'a pas toujours, encore plus à notre époque, parce que justement, on a accès à tout, tout le temps. Ouais. Puis, pour prendre un exemple un peu plus léger, là, moi, en préparant ce clip, là, je me disais, c'est comme être pris dans le trafic. Non, mais être pris dans le trafic, dans le moment, tu te dis, j'aurais dû passer par un autre chemin. Tu te dis, ben là, je vais sans doute arriver en retard, je ne pourrai pas faire ci dans le futur ou j'aurais aimé faire ça dans le futur. Mais, pour l'instant, tu es dans le trafic et ta marge de manœuvre, elle est tout petite. C'est ce que cette maxime m'inspirait. Enfin, prochaine, messieurs. Oui. Il n'appartient qu'aux grands hommes d'avoir de grands défauts. Ben, moi, ça me fait penser automatiquement à Achille, on a déjà parlé d'Achille, bien sûr, qui est le plus fort des guerriers, n'est-ce pas? Mais en même temps, une personne profondément orgueilleuse, qui a un petit côté haïssable, en quelque sorte. Donc, ben, c'est ça, c'est-à-dire le grand homme a aussi les plus grands défauts de l'histoire. Absolument. Pierre? En gros, oui, peut-être que on a les défauts qui sont à la mesure de notre personne puis de nos actions. C'est peut-être un peu ça qui veut dire la Rochefoucauld avec ça. C'est quoi un grand défaut? Ben, par exemple, la vanité. Ça peut être un très, très grand défaut, mais sans vanité, il n'y a pas de confiance suprême en soi qui amène De Gaulle à partir à Londres et à dire « J'amène la France avec moi ». Non, mais quelle phrase vaniteuse. Et pourtant, dans l'histoire a montré que sa vanité s'est révélée sublime, d'une certaine manière. Moi, je pense que ça pourrait être un grand défaut. Ou le dogmatisme aussi. C'est un grand défaut, mais ça prend un certain dogmatisme pour accomplir quelque chose. J'ai un ami qui me faisait remarquer que Simone Veil, la philosophe, ça devait pas être très agréable de la côtoyer. C'est quelqu'un qui, dans ses différentes orientations idéologiques, avait un dogmatisme quand même incroyable. Puis bon, avec la foi catholique, ça a fait une œuvre sublime, mais ça ne devait pas être quelqu'un de très agréable à côtoyer au quotidien, quelqu'un de très engagé, très dur. Puis ça m'a aussi fait penser à la maxime en 354 qui dit « Il y a de certains défauts qui, bien mis en œuvre, brillent plus que les vertus mêmes. » C'est-à-dire que sans ces défauts-là, les grands hommes et les grandes femmes ne sont ni des grands hommes ni des grandes femmes. Et il faut être d'une certaine manière déraisonnable et il faut que les défauts deviennent des vertus pour accomplir quelque chose de grand. Oui, Pierre? Mais c'est vrai. Vu comme ça, c'est très vrai. Puis je pense que l'exemple que tu as donné du général de Gaulle est peut-être un des mieux trouvés, qui arrive à Londres tout seul, mais qui est là à exiger des choses, etc. Puis Churchill et Roosevelt l'ont tous les deux dit, chacun de leur côté. Il est tout seul, il est personne, mais il se prend pour Napoléon et Jeanne d'Arc en même temps. Mais il fallait qu'il fasse ça, sinon les conséquences auraient été encore plus terribles. Absolument.
Puis il y a ça dans l'œuvre de Romain Gary, surtout, c'est vrai. je pense à un personnage comme Morel, qui veut défendre les éléphants jusqu'au péril de sa vie et que rien ne le fait arrêter de défendre les éléphants. Et il a l'air évidemment dogmatique. Il est dogmatique, sans aucun doute. Mais ce qu'il accomplit est plus grand que lui-même. Donc, sa grandeur vient de son dogmatisme et de sa foi inaltérable en sa cause. Dans une société de données, tu as besoin de personnages comme ça, en fait. Bien évidemment. Donc, tu as besoin de personnages qui sont davantage dans le compromis, mais tu as aussi besoin de personnes qui ne sont jamais dans le compromis. Et ça va apporter à la fois le progrès et la régression, peut-être. Là. Ça va apporter le bien et le mal. Ben, c'est la tension entre la majorité au centre, qui sont des gens mesurés, qui passent à travers le train de leur vie quotidienne, et tu as quand même les excessifs des deux côtés. Ça reste, d'une certaine manière, le moteur de la société, les gens excessifs et les gens animés par un projet. Absolument. Bon. Dernière, messieurs, une des maximes supprimées, par contre, qui n'est, je crois pas, dans les recueils publiés. Considération dont on n'a pas besoin de savoir. Un homme à qui personne ne plaît est bien plus malheureux que celui qui ne plaît à personne. Je la relis. Un homme à qui personne ne plaît est bien plus malheureux que celui qui ne plaît à personne. Quelqu'un veut se lancer? Vas-y. Je vais y aller. Mais, très juste, je crois. Très juste. C'est-à-dire, si personne te plaît, tu n'es donc admiratif de personne. Tu n'as donc pas de maître. Tu trouves que personne autour de toi est assez bon pour t'élever, pour te faire devenir meilleur, tout simplement. C'est vraiment un des pires défauts que l'humain peut avoir, de ne pas admirer. Et on parlait de Julien Freund il n'y a pas longtemps. Il y a une phrase dans son autobiographie intellectuelle où il dit, je vais la lire, qui est prise en note, « L'intellectuel qui ne sait pas admirer est, je crois, incapable de recevoir vraiment. Si tu n'aimes personne, tu ne reçois rien de personne. Donc, tu es profondément malheureux et incomplet comme être. Des réflexions? Oui, absolument. Nous, on a une très forte tendance, tantôt je parlais justement qu'on prend une distance avec quelque chose. Et prendre une distance avec quelque chose peut apporter une forme de cynisme aussi. Et je pense que à l'école, on nous apprend beaucoup ça, justement, à regarder, par exemple, le contexte socio-économique d'une époque et de réduire une œuvre, par exemple, à son contexte. Et ça on désenchante une œuvre comme ça, en quelque sorte. Hein? On dit, au final, tout ça, il y a eu beaucoup de théories sociologiques, philosophiques, de dire, tout ça, finalement, c'est juste le produit de son époque. C'est normal. C'est normal, exactement. Oui, ça c'est souvent c'est un trait souvent dans le monde intellectuel de dire, tout ça, c'est normal, on n'a pas à s'exciter devant ça, mais justement, on peut perdre notre émerveillement en ce sens-là. Puis d'ailleurs, et ça même chez les philosophes grecs, on parle de ça, c'est-à-dire l'émerveillement, c'est un des éléments fondamentaux justement de toute pensée. Et on peut avoir cette tendance-là aujourd'hui avec toute l'information qu'on a, de prendre trop de recul sur une situation et de la regarder de haut finalement. Prendre tout pour acquis. Ouais. Pierre? Oui, puis je pense que c'est vrai que ça vient bien mettre en lumière à quel point on est des personnes sociales. C'est vrai qu'on se construit en partie par l'interaction avec les autres, puis au contact des autres, en voyant, comme tu le disais, des modèles, oui, des maîtres, des gens qui vont nous aider à nous élever, mais aussi à voir les autres, ne serait-ce que comme des égaux. Aussi, en fait, je pense que la majorité des gens, on va les considérer comme des égaux, et quelques personnes, on va les voir comme des gens qui sont peut-être meilleurs que nous, puis on va essayer de s'en inspirer pour croître. C'est vrai que si dans tous les cas, on n'a ni un ni l'autre, on peut pas aller très loin. Et je vois mal comment une personne qui vit comme ça pourrait vivre en société. En fait, quelqu'un qui est comme ça, c'est quelqu'un qui serait profondément misanthrope, puis c'est peut-être ça, les gens qui deviennent des ermites, puis qui vont se cacher, puis qui veulent plus rien savoir de personne. Peut-être que ça va être leur façon à eux d'être heureux, mais c'est quand même une vie assez triste. Je pense pas qu'on est fait pour être complètement isolé des autres. Là. Mais c'est le Joker.
Dans le film, dans le Batman, En Batman, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens, on veut voir le monde brûler. C'est le nihiliste. C'est le nihiliste, exact. Ouais, très juste, très juste. Autre chose, messieurs? Complet. Complet pour moi. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous invite encore une fois à vous abonner, à visiter notre page Patreon dans la description sous la vidéo et à rester à l'affût d'un prochain épisode de Magnum Opus. À bientôt.